En Afrique du Sud, au lendemain des huées d'une partie des travailleurs essuyés par le président Jacob Zuma, l'ANC et le COSATU à couteau tiré se renvoient la responsabilité de la débâcle. En Centrafrique, l'ONG Human Rights Watch a documenté plus de 40 morts dans des meurtres ou attaques de villages reculés du pays, un chiffre sous-estimé qui pourrait être en deçà de la réalité. Et puis en Somalie, pays au bord de la famine, l'UNICEF avertit que plus d'1 million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année et courent des risques très élevés de mourir. Après l'échec de la journée du 1er mai, l'ANC et le Congrès des syndicats sud-africains, COSATU, se renvoient la responsabilité de la débâcle. Lundi, le président Jacob Zuma a essuyé les huées d'une partie des travailleurs affiliés au COSATU. C'est la première fois que le président est sifflé en dehors de la province de Johannesburg. Première fois également que cela arrive lors d'un rassemblement de l'alliance ANC, PC et COSATU. Et pourtant, le président du Congrès des syndicats sud-africains avait été mis en garde. Une partie des syndicats ne voulait pas voir Jacob Zuma à leur rassemblement du 1er mai. Mais leur chef a préféré les ignorer en laissant le chef de l'État se présenter devant eux. La suite a été bien déplorable. Selon certains analystes, ce désaveu est le signe que le COSATU n'est pas réellement à l'écoute de sa base. Pour eux, c'est également la preuve d'une certaine maladresse des dirigeants de l'ANC qui se croyaient toujours en territoire conquis. Si Zuma a été hué, la présidente de l'Assemblée nationale traité de la même manière, le vice-président Cyril Ramaphosa et le secrétaire général de l'ANC ont eux plutôt été épargnés. Désormais, le ménage s'impose d'autant que nouveau syndicat, la nouvelle confédération syndicale, livre au COSATU sur le terrain une guerre sans merci. En Centrafrique, l'Est est toujours un champ de bataille entre groupes armés rivaux issus de l'Est Séléka. UPC d'un côté face au FPRC et ses alliés anti-Balaka de l'autre. Les combats se sont déplacés de la Ouaka, la région de Bambari, vers le Mbomu autour de Bakuba, plus à l'est. Mais la Ouaka n'est pas exempte de violence pour autant. S'il n'y a plus vraiment de bataille frontale dans cette zone entre l'UPC et le FPRC, les groupes armés s'en prennent aux communautés dont sont issus les groupes adverses. L'ONG Human Rights Watch a documenté plus de 40 morts dans des meurtres ou attaques de villages reculés en République centrafricaine. Un chiffre de leur propre aveu probablement très en deçà de la réalité. Des exactions qui ont provoqué en tout cas le déplacement de 11 000 personnes depuis la fin février. Les affrontements entre ces deux groupes inquiètent l'ONG, d'autant plus que les civils sont de plus en plus victimes de ces attaques. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a averti ce mardi que plus d'1 million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie, pays au bord de la famine et courent des risques très élevés de mourir. En effet, les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère courent des risques 9 fois plus élevés de mourir que les enfants bien nourris. Et selon l'UNICEF, la malnutrition aiguë sévère est la forme la plus visible et la plus extrême de la dénutrition. Elle est illustrée par un enfant fragile et squelettique qui a besoin d'un traitement urgent pour survivre. De son côté, le Programme alimentaire mondial PAM estime que la dernière famine en date en Somalie a tué au moins 260 000 personnes, dont la moitié d'enfants de moins de 5 ans. Par ailleurs, un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a indiqué ce mardi que l'appel de fonds d'urgence de l'ONU de 720 millions de dollars, soit 660 millions d'euros pour la Somalie, est financé à hauteur de 58%. Comme chaque dimanche matin à l'heure habituelle de la messe, l'imam de Nasfat prodigue son prêche enflammé tel un pasteur d'une église évangéliste devant un millier de fidèles rassemblés sous de grands hangars à la périphérie de Lagos. Si le Nigeria est coupé dans une symétrie quasiment parfaite entre un nord musulman et un sud chrétien, Lagos est un melting pot religieux et la communauté Yoruba originaire du sud-ouest est l'un des rares groupes ethniques qui ne soit pas défini par la religion. Chez les Yoruba, on se convertit tantôt à l'islam,
judaïsme, tantôt au christianisme, et une seule et même famille peut tout aussi bien fêter Noël avec son frère que l'Aïd avec sa sœur. Cette liberté religieuse est un boulevard pour églises charismatiques particulièrement agressives lorsqu'il s'agit du devoir impérieux et biblique de l'évangélisation. Tous les chrétiens de Lagos vantent les bienfaits de leur pasteur qui promet à la fois prospérité financière, guérison miraculeuse, fertilité éternelle et âme sœur fidèle. De quoi convaincre les plus hésitants. À Nasfat, nous enseignons le Coran et nous faisons comprendre aux gens le message du Coran. En aucun cas, une personne pourrait utiliser le Coran hors de son contexte ou se comporter en contradiction avec les messages du Coran. Fondé en 1995 avec seulement 7 personnes, Nasfat compte désormais des centaines de milliers de fidèles et des branches à travers le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en Angleterre, au Canada, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Journée internationale de la liberté de presse. À l'occasion de cet événement qui a lieu le 3 mai de chaque année, Amnesty International a appelé les autorités congolaises à rétablir sans condition le signal de la radio française RFI. Cette dernière est coupée depuis 6 mois à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le signal de RFI, l'une des radios les plus écoutées en RDC comme dans d'autres pays d'Afrique, a été coupé le 5 novembre 2016 à Kinshasa, alors que devait se tenir une manifestation de l'opposition contre le président Joseph Kabila. Cette manifestation avait été interdite par les autorités locales. Il est à noter qu'il est toutefois possible de capter RFI dans le reste du pays. Dans un texte publié la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Amnesty International exhorte également les autorités congolaises à garantir et protéger les libertés de la presse et de l'information. En réponse, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a indiqué qu'on ne s'adresse pas à un gouvernement par voie de communiqué de presse et par conséquent, le gouvernement ne réagirait pas. En RDC, les professionnels des médias sont régulièrement arrêtés arbitrairement, tabassés, humiliés, leur matériel saisi, dans ce pays qui occupe la 154e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2017, d'après Amnesty. La tension ne faiblit pas au Venezuela. L'opposition a appelé ce mercredi à une méga manifestation pour contrer le projet de nouvelle constitution du président Nicolás Maduro. Elle dénonce une manœuvre pour éviter des élections et s'accrocher au pouvoir. En effet, le président a annoncé lundi, à l'occasion de la fête du travail, la convocation d'une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. Cette décision a accentué les violences dans le pays. La réaction fuse de toutes parts dans le monde, qui pour dénoncer un coup d'État, qui pour regretter une aggravation de la crise. Dans ce branle-bas, la ministre vénézuélienne des Affaires étrangères défend son pays en crise comme un modèle de démocratie et répond aux critiques de la Colombie lors de la réunion de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes au Salvador. Qui vient nous donner des leçons de démocratie quand le Venezuela est l'un des seuls pays au monde où la population peut exercer ses droits démocratiques directement à travers la démocratie participative. Et ils répriment les manifestations pacifiques du peuple et ils veulent donner des leçons au Venezuela. Ce qui se passe en Colombie est affligeant, avec un record de plus de 65 000 disparitions forcées. Sous le mot d'ordre contre la fraude constituante, les anti-Maduro sont appelés à se rassembler sur une autoroute de l'est de Caracas pour ensuite défiler. Depuis plus d'un mois, ils sont des milliers à manifester presque chaque jour pour exiger des élections anticipées afin de faire partir le président Maduro avant la fin de son mandat en décembre 2018. Au total, 29 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées lors des heurts et pillages autour des défilés, des violences dont s'accusent mutuellement l'opposition et le gouvernement. La Cour suprême du Brésil s'est prononcée mardi en faveur de la libération de José Disseu, ex-chef de cabinet de l'ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, condamné
pour corruption dans le méga scandale de corruption Petrobras. La décision des juges de la Cour suprême adoptée à 3 voix contre 2 est vue comme un camouflet pour les procureurs de l'opération judiciaire alors que l'enquête a dévoilé un vaste système de corruption autour du géant étatique pétrolier Petrobras impliquant les plus grands groupes de bâtiments et travaux publics du pays et des politiciens de tous bords. Elle a entraîné une vague d'indignation sur les réseaux sociaux au Brésil secouée par ce scandale de corruption et la destitution en 2016 de la présidente Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics mettant fin à 13 ans de règne de la gauche dans le pays. José Disseu, l'un des fondateurs avec Lula en 1980 du Parti des travailleurs, a été arrêté en août 2015 et condamné en mai 2016 en première instance à 32 ans de prison pour corruption passive, blanchiment d'argent et appartenance à une association de malfaiteurs. Sa libération apparaît comme un nouveau souffle de vie au parti de gauche très mal en point. Des narcotrafiquants qui voulaient créer une diversion lors d'une opération policière ont incendié mardi plusieurs bus sur la principale voie d'accès à Rio de Janeiro, provoquant des embouteillages monstres et semant le chaos dans la seconde ville du Brésil. Ces images montrent aussi plusieurs personnes dérobant le chargement d'un des camions abandonnés une fois le feu éteint. Selon les premiers éléments de l'enquête, les incidents ont été causés par des trafiquants tentant de faire diversion alors qu'ils étaient ciblés par une vaste opération policière visant à mettre fin au conflit entre 2 factions criminelles pour le contrôle du trafic dans un quartier populaire du nord de Rio. Au total, la police a arrêté 45 personnes et saisi 32 fusils d'assaut, 4 armes de poing et 11 grenades. Les épisodes violents se sont multipliés ces dernières semaines à Rio lors d'interventions musclées de la police sur fond de guerre de gangs, avec notamment plusieurs enfants tués par des balles perdues lors d'échanges de tirs dans des favelas. Depuis le début de l'année, 58 policiers ont été assassinés à Rio, selon les chiffres officiels.